Bon, alors, Boston remporte le match 2. Dallas donc mené 2-0 par les Celtics. Et je pense qu'on peut commencer par là, mais je pense que Dallas a un peu grillé une cartouche, une excellente cartouche. En tout cas, manqué un peu une occasion en or, dans le sens où... Enfin, oui et non. Il y a un peu un sens puis l'autre. Je pense qu'ils ont grillé un peu une bonne opportunité en or parce que Boston a shooté à 24% à 3 points sur ce match-là. Or, on connaît Boston, on sait que les Celtics ne shooteront pas aussi mal sur d'autres matchs de la série. En tout cas, ça peut arriver, effectivement, mais on est plutôt sur une anomalie statistique et sur un côté, voilà, un peu trou d'air à 3 points. Ça peut arriver, certes, mais ben voilà, c'est d'autant plus rageant lorsque tu n'es pas capable de punir Boston ou de saisir l'opportunité de prendre le match où il y a ce trou d'air à 3 points. C'est en ce sens-là que moi je trouve ça un peu dommage, un peu rageant peut-être pour les fans des Mavs, c'est de se dire que les Celtics ont shooté extrêmement mal selon leurs standards à 3 points, et pourtant tu ne gagnes pas le match. Et en même temps, de l'autre côté, là où on peut dire que c'est pas non plus totalement une occasion en or qui a été manquée, c'est que Dallas n'a pas été très bon pour le coup. Je trouve qu'en attaque, notamment la deuxième mi-temps, ça a manqué beaucoup de créativité. On réclamait un peu de niveau ajustement, on réclamait un peu de pas mal d'ajustements en termes de quel set on peut faire, comment est-ce qu'on peut attaquer un peu plus le pick and roll avec le jeu des match-up défensifs et la manière dont Boston essaye un peu de dicter ce pick and roll défensif, etc. Mais même au-delà de l'attaque qui n'a pas été bonne et qui a un peu surnagé par une surréussite en début de match de la part des stars, notamment, ou alors quelques actions un peu, comme disait Joe Mazzulla, il disait, premier quart-temps, on a un peu pris cher, mais parce qu'il y a un 3 points de PJ Washington qui ne met pas tout le temps, il y a une faute sur un 3 points de Josh Green au buzzer, il y a ci, il y a ça, il y a des épiphénomènes, mais voilà. Et c'est vrai que globalement, donc, pour revenir à ça, là où c'est pas totalement une occasion manquée, je trouve, de la part de Dallas, c'est que, certes, il y a ce côté, Boston a mal shooté à 3 points, t'aurais pu en tirer profit. Mais de l'autre côté, vu que toi, tu as été assez mauvais et en attaque et en défense, donc surtout, c'est là-dessus que tu peux t'en vouloir, quoi. Parce que, pour le coup, j'ai vraiment trouvé Dallas assez mauvais. Enfin, assez décevant. Et notamment, donc, défensivement, avec pas mal d'erreurs, que j'appelle un peu des erreurs évitables. Et je pense que la meilleure illustration de ça, pour montrer à quel point est-ce que il y a eu pas mal d'erreurs évitables et de points un peu faciles concédés à Boston, et qu'il n'y avait pas besoin, c'est que si on regarde strictement la bataille sur demi-terrain, Dallas a gagné la bataille de demi-terrain. Dallas a quasiment mis sur du jeu posé, jeu de demi-terrain, quasiment 97 points par 100 possessions jouées sur possession de demi-terrain, contre à peine 93 pour Boston. Donc, pour le coup, en prenant en compte le manque d'efficacité à 3 points de Boston, d'ailleurs, pareil pour Dallas, qui a été encore une fois famélique à 3 points, mais restons sur la défense, Dallas a gagné le jeu de demi-terrain, pour le coup, mais pourquoi ils perdent ? Parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs de transition, des replis qui sont pas bons, des opportunités, voilà, c'est pas normal, quoi. Juste ça revient pas à temps, juste ça revient pas assez vite, ou ça bouge pas les bons angles, donc pas mal d'occasions un peu faciles en transition, et je parle pas que des transitions de genre je fais une perte de balle, et donc je suis en retard pour le repli. Non, c'est pas ça, il y en a eu, ok. Mais il y a aussi des fois où ça remontait la balle après un rebond, ou alors même après un panier. Et voilà, le Boston accéléré et trouvait assez vite la faille. Voilà, ça c'est un peu ce que j'appelle des erreurs évitables où on peut resserrer les vis. Et puis donc pareil pour les rebonds, où je trouve que le rebond offensif a fait beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal à cette défense de Dallas, qui par ailleurs donc a été pas mal. Mais voilà, quand tu donnes une deuxième chance à une équipe comme ça, voilà, dans les stats de demi-terrain, la possession au niveau statistique, ça s'arrête à partir du moment où le tir est pris et qu'il y a un rebond. Et après, on bascule dans tout ce qui est ce qu'on appelle la catégorie putback, donc rebond offensif. Donc c'est comme ça qu'on a pas mal de deuxième chances, de points faciles qui viennent sur une deuxième opportunité sur la même possession, qui en fait ne sont pas comptabilisés sur le demi-terrain en soi. Mais pour le coup, oui, on a eu pas mal de rebonds offensifs et d'attaque du rebond offensif avec du Jrue Holiday, avec des mecs comme ça, et pas mal de deuxième chances. Et donc c'est pour ça que, pour le coup, si on regarde précisément la bataille de demi-terrain, finalement Dallas s'en sort pas trop mal, même plutôt bien, mais trop de points faciles concédés ailleurs. La transition, c'est pas normal, faut resserrer un peu les vis. Le rebond aussi, je trouve qu'il y aurait moyen de faire mieux, sans doute, même si Dallas n'est pas par nature une excellente défense du rebond non plus, on est d'accord. Surtout d'ailleurs avec des line-up un peu petits quand ça passe avec Maxi Kleber en poste 5 ou des trucs comme ça, ou alors quand tu fais un switch et que l'intérieur qui est bon au rebond, évidemment, se retrouve dans le périmètre parce qu'il y a switch. Ok, bref, quelles que soient les raisons, de facto, restons sur ça,
on a une attaque de Boston qui a fait mal, notamment grâce à ses rebonds, grâce à cette transition. Et puis même là où je disais aussi la défense de Dallas qui a été assez mauvaise, même sur du demi-terrain, je trouve qu'il y avait un peu notamment la gestion des cuts qui a été pas très bon, le mouvement de balle. Alors c'est là où il faut séparer un peu le côté attaque de Boston et maîtrise de Boston et ce que Boston fait concrètement. Donc tout ce qui est spacing, drive and kick, etc. Ça, on va y arriver. Donc Boston pose des problèmes. Mais moi, c'est pas ces points-là et ces situations-là qui, je trouve, sont dommages. Ça, c'est ce que Boston fait, c'est normal. Boston a le droit de faire des trucs. Ce que je trouve dommage, c'est l'autre aspect où, donc, comme dit, il y a des points un peu faciles. Transition, rebond, les cuts, où c'est pas bien géré en termes de défense off-ball, etc., etc. Donc on a un peu ces deux aspects-là où déjà que Boston est bon, et déjà que Boston te pose des problèmes avec ce spacing, si en plus tu les laisses un peu grappiller des points à droite à gauche, oui, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est un peu cet aspect où j'ai été un peu déçu de la part de Boston. Et au final, bon, à quel point aussi est-ce que ce defensive rating assez bas, notamment sur demi-terrain, à quel point est-ce que, ne serait-ce qu'avec une réussite à 3 points qui aurait été normale, on n'aurait pas eu un chiffre beaucoup plus haut, peut-être, sans doute. Mais voilà, je pense que s'il y a un truc où on peut se mordre les doigts, à mon avis, c'est là-dessus. Et puis, c'est vrai que tout de même, pour rester un peu de ce côté-là du terrain, l'attaque de Boston, quels ont été un peu les grands points de ce match 2 ? Bon, le classique, le spacing, qui forcément, quand tu mets autant d'espace, ça fait que nous avons des grands espaces dans lesquels la défense de Dallas, qui elle est une défense plutôt proactive, c'est compliqué de gérer. C'est forcément beaucoup plus compliqué de gérer tout cet espace. Et quand tu fais une rotation au panier, ça laisse un shooter grand ouvert, ou plusieurs d'ailleurs. Donc c'est un peu ça le problème. Donc ce spacing, qui continue d'être un élément clé anti-défense de Dallas, qui aime bien justement abandonner des shooters d'habitude. Donc ça, c'est l'antidote parfait. Ça fait qu'on a des passeurs et des joueurs qui ont des lectures de jeu assez faciles. Là, je pense notamment à Tatum, mais surtout Brown, qui a fait, notamment en fin de match, la deuxième mi-temps, il nous a fait un driving kick un peu sorti de l'espace, parce que voilà, il y a tellement d'espace que c'est pas un manipulateur de défense de par son passing qui est génial, mais quand tu as autant d'espace pour opérer, les lectures sont plus simples, donc tu arrives à faire des choses. Donc évidemment, le spacing, la manière qu'a Joe Mazzulla aussi de très bien organiser le terrain. Et donc, on arrive aussi au deuxième point, qui est le match de Jrue Holiday, qui avait déjà été fantastique match 1. On en avait parlé dans notre... sur YouTube, on a fait un top 15 des moments tactiques du match 1. On va essayer de le refaire pour le match 2. Et on avait dans ce top 15 donc le match de connecteur de Jrue Holiday. Et là, de nouveau, on a eu la même chose, presque en mieux, quoi. On a eu un Jrue Holiday qui, pour l'instant, est fabuleux sur cette série. Et j'insiste un peu parce que, comme dit, ça fait un peu partie de cette organisation du terrain, ce spacing, dans le sens où à Boston, on a ce truc un peu bizarre, un peu atypique en tout cas, à 3 points, on met l'intérieur, Porzingis ou alors Ford, ce qui permet d'ailleurs d'éloigner du panier le protecteur de panier adverse, évidemment. Donc le gros est à l'extérieur, et les petits, donc souvent Jrue Holiday ou Derrick White, se trouvent dans ce qu'on appelle le dunker spot, autour du panier. Dunker spot, pourquoi ? Parce que c'est là où d'habitude les gros sont pour faire des catch and finish et en 2 pas faire un dunk. Voilà. Là, à Boston, on a un petit là-dedans. Donc, c'est très bien parce que ça permet de mettre dans cette zone un bon passeur, déjà. Mais surtout, là où c'est très fort de la part de Joe Mazzulla, c'est que c'est aussi un antidote à cette fameuse défense de Dallas. C'est-à-dire que, encore une fois, Dallas aime bien s'aventurer en étant très proactif dans ses rotations même pré-rotation en amont de l'action, venir aider au panier. C'est tout le but de Dallas. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ça peut paraître contre-intuitif. Plutôt que de faire un spacing maximal en mettant tout le monde à 3 points en disant comme ça, l'aide, elle doit venir de plus loin. Finalement, on met quelqu'un, un petit, dans le dunker spot. Comme ça, non seulement son défenseur qui est autour du panier pour aider, pour faire de la protection de panier, c'est pas Gafford, c'est pas Lively, c'est le défenseur du petit, et donc c'est un petit, Irving par exemple. Et donc c'est pas pareil quand on a Irving qui vient aider au panier sur un drive, ou quand on a Gafford ou Lively, évidemment. Donc premier aspect de pourquoi est-ce qu'on met un petit dans le dunker spot, c'est pour ça, pour que le défenseur du petit, forcément il est aussi petit a priori, donc mauvaise protection de panier. Et puis surtout, là où c'est un schéma anti-défense des Mavs, c'est que ça permet d'avoir une option de passe qui est très simple, en fait. Une option de passe avec un passeur, une cible de passe qui est très proche de l'action. Et donc, quelle est la conséquence ? C'est que quand on a ces fameuses rotations en deuxième rideau, quand on a, ou alors même quand on a un 2 contre 1 sur le ballon en fin de drive, parce que Tatum a drivé, ou Jaylen Brown a drivé, et il dépasse son défenseur, et il est réceptionné au panier par quelqu'un d'autre. Bon, c'est très bien, mais le fait d'avoir quelqu'un qui est juste sous le panier comme Jrue Holiday,
bah, ça fait que la lecture du passeur, elle est très facile, là encore. C'est-à-dire que au final, tu as juste à libérer la passe à un mec qui est à 1 mètre. Et ensuite, Holiday, qu'est-ce qu'il peut faire? Ou Derrick White, bah, soit il prend le tir juste au niveau du panier, soit sinon il fait une extra passe vers le corner opposé, où il ressort à 3 points, etc. etc. Donc voilà, ça a été, c'est un point clé de ces finales pour l'instant, c'est cette organisation du terrain qui, quand on regarde sans s'attarder dans le détail, n'a l'air de rien, mais Joe Mazzulla est vraiment excellent là-dessus, sur ce côté, comment est-ce que j'organise ma défense, mon attaque et mon spacing avec donc le gros à 3 points, le petit dans le knocker spot et pas mal de mouvements, quoi. Donc d'un côté, on a parfois des actions très simples dans le périmètre, du genre Tatum qui remonte, qui prend un écran, juste une sortie d'écran sur l'aile avec personne sur l'aile et donc 2 sur le ballon, je kick out, faire le pick and pop. Voilà, très simple. Ou alors, quand c'est pas du spacing maximal, qu'est-ce qu'on fait? On met des petits dans le dunker spot et comme ça, quand une aide vient, en fait, on a une passe qui est très facile, en fait. Plutôt que de voilà, si Jaylen Brown ou si Tatum, il devait action après action faire des kick-out avec des lectures un peu avancées de je dois pénétrer et ensuite ressortir complètement vers le corner opposé ou depuis sous le panier, ressortir sur l'aile, etc. C'est plus compliqué. Alors que là, tu leur mets un jour l'idée ou Derrick White sous le panier, bah, ils ont juste à lâcher la balle à un mec qui est à 1 mètre et à partir de là, on peut exploiter ce décalage, quoi. Donc c'est parfait. Autre ajustement qui a été fait d'ailleurs sur ce match-là, j'ai trouvé, c'est en termes de ciblage. Vous le savez, Boston est une attaque qui cible pas mal de joueurs en fait. L'identité de Boston, c'est d'aller cibler un tel ou un tel en termes de match-up. Ce qui a beaucoup été fait match 1, on en avait parlé, c'était d'aller cibler notamment les pivots adverses, donc Gafford mais surtout Lively. Et Dallas a un peu ce schéma de sur l'écran on switch, comme ça pas de décalage, et ensuite on est capable de gérer avec quelqu'un sur le ballon plus une aide derrière. Donc ça d'accord. Et finalement on avait vu match 1 que ça marchait pas tant que ça, pour le coup. Ça marchait pas tant que ça, ou en tout cas ça avait des limites. Dallas arrivait plutôt bien à défendre en termes de aide au panier, et puis forcer Tatum à être un passeur plus qu'à être un scoreur, pardon. Et ce qu'ils ont commencé à faire, Boston, fin du match 1 et qu'on a vu beaucoup plus match 2, c'est plutôt que de cibler le gros, on va cibler le petit. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher Lively et d'essayer d'attaquer Lively, faire un switch dans le périmètre et de l'attaquer sur la mobilité, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des plus petits et on leur shoot par-dessus. Voilà, très, très simplement. Donc la tactique a été beaucoup plus utilisée sur ce match-là. On a vu moins d'attaques du gros et plus d'attaques de certains match-up un peu plus petits, des Irving ou des mecs comme ça. Et pas que d'ailleurs, pas que pour shooter par-dessus la tête. Mais parfois juste, je peux avoir un mismatch par rapport au gros, mais je peux aussi avoir un mismatch par rapport au petit. Et je peux l'amener au panier, et pareil, déclencher des aides, etc., etc. Donc ça a été pas mal fait. Et en plus, l'avantage, c'est que quand tu as un mec comme Porzingis, même si tu ne cibles pas directement Lively, par exemple, Lively ne peut pas non plus rôder autour du panier. C'est ça aussi, en un sens, la valeur d'un pick and roll où tu vas cibler le pivot adverse, c'est que si tu arrives à l'impliquer sur le ballon et tu arrives à le faire switcher, il est en premier rideau, mais il n'est pas en deuxième rideau. Donc tu as une protection de panier qui est moins bonne, forcément. Mais là, on n'a même pas ce compromis, puisque même quand on ne cible pas Lively, finalement, il est obligé de rester dans le périmètre parce que Porzingis est sur l'aile, Porzingis est dans le corner, et on n'arrive pas trop à l'abandonner, quoi. On ne veut pas l'abandonner, sinon ça déclenche un système de driving kick, etc., etc. Et bon, je pense que on avait parlé aussi en preview, mais il y a cet aspect avec Boston qui est un peu paradoxal, peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est une attaque qui se base beaucoup sur la recherche du mismatch, un peu comme les Rockets de D'Antoni, un peu comme plein d'équipes. Ce côté, j'ai des porteurs de balles, j'ai un spacing, je vais chercher le mismatch et je vais l'attaquer en isolation. Ok. Mais paradoxalement, et même si ça, c'est leur identité, c'est aussi finalement une équipe qui n'est jamais meilleure que quand elle ne fait pas ça. En tout cas, quand elle ne fait pas ça directement pour finir ses actions. C'est-à-dire que ce que Boston veut faire en termes de ciblage et de mismatch, c'est d'avoir le bon mismatch pour ensuite l'attaquer. Mais en fait, leur rêve ensuite, c'est pas tant que ça d'essayer une isolation un peu compliquée par-dessus le mismatch, parce que ils peuvent, mais c'est moins rentable que ensuite arriver à provoquer des aides pour enchaîner sur du driving kick. Et ensuite, extra pass, mouvement de balle, spacing, 3 points, catch and shoot. Voilà. Donc c'est un peu paradoxal, je dirais peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai qu'on a cet aspect où c'est une attaque qui recherche le mismatch, mais contrairement peut-être à Houston de l'époque ou certaines équipes comme ça, ou Doncic parfois, où la vraie force de cette chasse au mismatch, c'est le scoreur face au mismatch. Boston, ils ont des bons scoreurs de mismatch, Brown et Tatum, mais c'est pas élite, c'est plutôt très bon que élite. Et par contre, eux, le rêve de Boston et là où ils sont meilleurs, c'est pas quand ils attaquent
l'isolation et les mismatchs directement, c'est quand ils l'attaquent, ils arrivent à provoquer des aides et que la défense en face fait des aides. Et là, ça déclenche tout ce qui est driving kick, je vais toucher la peinture, je extra passe, etc., etc., etc. Et là, sur ce match 2, on a vraiment vu ça. On a vraiment vu, à la base, la recherche du bon match-up pour attaquer. Et comme Dallas, on sait que Dallas, ça va switcher assez facilement pour ensuite protéger derrière. Comme ça, au niveau de l'écran, ça concède aucun décalage. Plus on a une aide derrière qui vient protéger le 1 contre 1. Bah, c'est pour ça que le fit est à ce point bon, en fait, entre l'attaque de Boston et la défense de Dallas. Parce que une fois que Tatum il a son mismatch, il attaque, l'aide vient, et hop, ça fait un kick-out, et ça déclenche tous ces systèmes de rotation, extra pass, catch and shoot ouvert, etc., etc. Donc voilà, le fit est parfait, et c'est aussi pour ça que, à mon avis, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Dallas aide, finalement ? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un truc à creuser là-dessus, en se disant, bon ben, ok, Tatum et Brown, ils peuvent nous punir, mais est-ce que c'est pas mieux de faire le pari de on laisse faire, on laisse des 1 contre 1, et puis on n'aide pas aussi agressivement. Comme ça, ça permet de ne pas déverrouiller tout cet aspect de Boston où ils sont très bons, de kick-out, extra pass, et puis mouvement de balle, quoi. Et on peut se le dire, mais en fait, la clé là-dedans, c'est que Boston n'attaque pas des match-up de base. C'est pas Tatum qui fait l'isolation contre Derrick Jones Jr., par exemple. Ou c'est pas Jaylen Brown qui fait une isolation contre PJ Washington. Non. Là où la clé dans tout ça, c'est que Boston recherche le mismatch. Et donc, tu peux pas vraiment te dire on va laisser un 1 contre 1 parce que c'est pas un 1 contre 1 qui est censé tenir assez bien face à l'isolation. La clé, elle est là, vraiment, pour moi. C'est que pourquoi est-ce que Mazzulla arrive à faire déclencher ses aides pour ensuite donc, les punir avec le jeu de driving kick ? C'est parce qu'à la base, il attaque un mismatch. Et donc, forcément, quand tu as Tatum sur Irving, il vaut mieux, en effet, que tu viennes déclencher des aides, quoi. Donc, il y a un peu cette idée simpliste qui tourne de, voilà, il faut les laisser faire, il faut les laisser en 1 contre 1, il ne faut pas déclencher des aides. Et peut-être, mais en même temps, pour expliquer pourquoi est-ce que Dallas vient aider, c'est parce que, Lively en 1 contre 1, il n'est pas capable de tenir totalement Tatum. Ou Irving de l'autre côté, pareil, de l'autre côté du spectre des défenseurs, pareil. Donc, voilà, ce match 2, pour moi, a été une masterclass là-dessus, sur ce côté spacing, sur le côté organisation du terrain, les petits dans le dunker spot, et puis donc aussi recherche du mismatch, et quand Dallas enclenche des aides en deuxième rideau, ça déclenche tout ce qui est driving kick. Et puis, un autre truc qu'ils ont aussi pas mal fait, c'est donc aller cibler beaucoup plus des petits, mais ce qui était intéressant, c'est d'avoir un partenaire de pick and roll qui était Jrue Holiday. Il y a eu pas mal de pick and roll pour Tatum avec en poseur d'écran Jrue Holiday. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un profil qui est quand même assez différent de Porzingis ou de Al Horford qui viendrait emmener dans l'action un Lively pour le switch. Et puis voilà, avec Jrue Holiday, on avait un peu cet aspect. On a cet aspect de c'est un meneur de base de formation, on va dire. Mais donc, qui a un peu ce passing, qui a un peu cette intelligence de jeu en termes de compréhension des espaces, etc., etc. Et donc, notamment, on a eu pas mal de fois où c'est un profil qui peut glisser l'écran et se retrouver rapidement dans le dos de la défense, qui peut donc rôder dans le dunker spot quand il faut, qui peut ressortir à 3 points, en termes de partenaire de pick and roll, on a eu pas mal de Tatum Holiday, beaucoup plus que sur le match 1, et donc ça a permis aussi une autre physionomie de pick and roll aussi, parce que c'est un poseur d'écran qui est aussi un bon passeur dans l'espace, qui est aussi qui est un arrière de formation, donc ça aide aussi, et donc ce pick and roll a aussi permis beaucoup plus de jeu un peu plus fluide, d'adaptabilité, et ainsi de suite. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.